Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 33. Voici la suite de la dernière vidéo. Je vais vous parler des 2 tours de magie qui restent. Première, c'est pour éviter que les doigts ne fassent de nœuds quand on doit jouer léger et rapide. Quand j'étais petite, un professeur m'a dit « La vitesse de doigt dépend de la vitesse à laquelle tu peux parler dans la tête ». Comme j'étais très petite, j'ai compris cette phrase à ma manière. Dans ce cas, il faut pouvoir parler très vite dans la tête. Et je me suis exercée à prononcer des paroles le plus vite possible. Peut-être faut-il voir dans cet entraînement une des raisons pour laquelle mon débit actuel est rapide. Essayons d'abord de comprendre pourquoi ça fait des nœuds. En fait, on perd le contrôle de soi-même. Dans ce cas, le doigt fait ce qu'il veut et les problèmes commencent. Pour résoudre ces problèmes, on comprend tout de suite que la tête doit donner les ordres et les doigts suivre. Cet ordre est important. Si on peut parler dans la tête, c'est-à-dire imaginer qu'on parole le nom des notes, alors les doigts vont suivre cette parole. Je vais essayer d'expliquer plus simplement. L'idée de parler dans la tête ne signifie pas qu'on doit penser chaque syllabe, chaque note une par une. Quand on parle, bien sûr on entend tout, mais si on pense chaque syllabe en parlant, alors cela entraînera un retard. La parole devient très saccadée et pas naturelle. Essayez par vous-même. Quand on parle, on écoute tous les mots, mais par groupe. Il faudrait faire la même chose en musique. Quand on écoute la musique dans la tête, il faut la suivre comme une sorte de relief. Et dedans, on écoute chaque note. Regardons ensemble avec la partition un de ces endroits où on pourrait faire des nœuds. C'est une partie de l'étude de Chopin, op. 25, numéro 2. Si on essaie de penser chaque note dans la tête, do, ré, si, do, la, si, do, on va juste foncer tout droit. Au lieu de cela, un peu comme lorsqu'on chante, on va suivre l'intonation. Do, ré, si, do, la, si, do, ré, fa, mi, do. C'est comme cela qu'on pense dans la tête. Ce sera bien de le faire vraiment avec la voix. Si on peut le faire avec une certaine intonation, ce peut être un bon exercice de travailler en parlant et en jouant en même temps. Petit à petit, on développe la sensation en chantant seulement dans la tête, alors les doigts suivent ce qu'il faut faire. Essayons d'appliquer cette idée avec la mesure 4. Do, ré, do, si, do, sol, la, si, la, sol, la, mi, fa. Do, ré, do, si, do, sol, la, si, la, sol, la, mi, fa. Puis, on joue en parlant. Do, ré, do, si, do, sol, la, si, la, sol, la, mi, fa. Do, ré, do, si, do, sol, la, si, la, sol, la, mi, fa. Maintenant, on fait sonner dans la tête et on laisse faire les doigts. Quand on approche de cette façon, moi, je sens personnellement que j'ai plus de temps. Je me sens beaucoup plus calme dans la tête. Je peux chanter dans la tête et mes doigts vont suivre ce chant. Il en est de même avec la parole. Il y a des phrases pièges qui forment des nœuds quand on les dit très vite. Mais lorsqu'on essaie de leur donner une signification, la manière de parler devient différente. En voici un exemple, mais comme c'est un peu difficile pour moi en français, j'ai demandé de l'aide. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Bravo! Parlons maintenant du 3e tour de magie. Dans l'étude de Chopin, quand on regarde la partition comme une seule et même image, on a l'impression que la même image continue. Par exemple, si c'est une étude pour les arpèges, on a toujours des arpèges pour les 2 mains et ils ont toujours la même valeur de notes. Dans cette étude, la main droite commence avec des triolets de croche et la main gauche avec des triolets de noir et c'est toujours la même chose pendant toute l'étude. Si on ne fait pas attention, il y a le risque que la musique soit très plate. C'est à ce moment que la pédale
peut devenir un tour de magie très important. Au début de la pièce, Chopin écrit molto legato, mais quand on regarde bien, il y a très peu de pédales. Quelques signes bien précis, c'est tout. Il faut donc se poser la question, cas par cas, quel genre d'effet le compositeur voulait obtenir. Par exemple, ce genre d'indication. Pour moi, ces pédales nous montrent une sorte de phrasé ou une sorte d'élan. Un autre exemple, quand la tonalité passe en majeur, alors la pédale en libérant les cordes permet d'avoir une sonorité plus riche et plus ouverte. Ce genre de pédale existe aussi. En fonction de l'imagination, de la nécessité ou de la sonorité recherchée, il faut réfléchir à différentes sortes de pédales. Ce genre de travail peut être utile. Par exemple, je joue à deux mains des gammes à l'unisson, montantes et descentes, avec 2 octaves entre les mains. D'abord, sans pédale, je vais simplement monter et descendre. Toujours sans pédale, je vais faire une sorte de vague, donc crescendo en montant et diminuendo en descendant. Maintenant, on va travailler pour exagérer cet effet de vague. Je vais enfoncer la pédale de plus en plus profond en montant, puis la relâcher doucement dans la descente. Ce travail s'effectue avec les oreilles grandes ouvertes. En modulant l'enfoncement de la pédale, on travaille pour affiner les oreilles et développer la relation entre pied et oreille. Je pense que la pédale est vraiment très importante dans une interprétation, mais surtout chez Chopin, où la pédale est toujours artistique. En utilisant beaucoup votre imagination, il faut essayer de comprendre ce que Chopin imaginait en écrivant ainsi. Comme l'instrument moderne est différent de celui que Chopin utilisait, ce n'est pas suffisant de mettre la pédale comme elle est écrite sur la partition. Bien sûr, personne n'a la réponse, mais c'est un plaisir d'imaginer ce que Chopin voulait écrire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.